Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter ce rapport annuel du Bitoire Leumi sur la pauvreté en Israël. Alors, ce rapport intervient 2 semaines à peine après la publication de votre rapport, le rapport de l'association que vous avez fondée, que vous présidez, l'association La Tête, un rapport alternatif. Alors, on va tout de suite comparer les résultats, mais apparemment, eh bien, ce rapport du Bitoire Leumi de cette année semble légèrement moins pire, on va dire, que le précédent, puisque le nombre de nécessiteux, de pauvres, de personnes, d'Israéliens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté a baissé. Alors, d'un côté, c'est encourageant, bien que finalement, lorsque l'on voit qu'un enfant sur 5 en Israël vit en deçà du seuil de pauvreté, c'est tout de même assez préoccupant. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces résultats? Écoutez, je pense qu'il est malheureusement trop tôt pour se réjouir. Je pense que les différences mathématiques qu'on a vues dans les chiffres du Bitoire Leumi sont plus dues à, je pense, l'écart statistique qu'on peut trouver dans des chiffres comme des sondages que un véritable mouvement de fond sur une réduction de la pauvreté. Et que malheureusement, si on fait un pas en arrière et on regarde les chiffres dans l'absolu si je reprends les chiffres du Bitoire Leumi de presque 1 800 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, on est en face d'un des phénomènes sociaux les plus inquiétants et les plus importants de la société israélienne. Donc la pauvreté, à mon sens, quels que soient les chiffres publiés par le Bitoire Leumi, demeure un des éléments fondamentaux de la scène sociale israélienne. Je pense que on assiste effectivement à un tassement des chiffres. Il n'y a pas encore de tendance. Encore une fois, nous sommes toujours dans le tiercé de tête des pays les plus pauvres de l'OCDE. C'est ça. Alors ça, c'est tout à fait clair. Je voulais avant d'essayer de voir, de tirer les conclusions et de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre ce phénomène. Je voudrais que vous nous rappeliez les données du rapport alternatif de La Tête. Elles sont légèrement différentes. Pourquoi elles sont différentes et comment se font les calculs de votre côté et du côté du Bitoire Leumi pour qu'on n'arrive pas aux mêmes données? Écoutez, on a 2 approches différentes. Le Bitoire Leumi vient calculer un taux de pauvreté qui est un seuil mathématique en fait, puisque il s'agit de prendre les revenus des familles nécessiteuses et de définir un revenu médian, et toute personne qui gagnera moins que ce revenu médian sera considérée comme pauvre. À l'inverse, la façon dont nous... Ce revenu médian, il est aujourd'hui de 3500 shekels, quelque chose comme cela? J'ai pas le chiffre exact en face des yeux, mais effectivement, on est dans cet ordre de grandeur, sachant que ce revenu médian, on va le calculer en fonction du nombre de personnes habitant dans un foyer. Et ce n'est pas une courbe linéaire, c'est-à-dire qu'il est autour de effectivement 3000 shekels et quelques. Pour 2 personnes, ça sera pas 3000 shekels x 2, mais ça sera un petit peu moins, etc., etc., etc. Et il y a un choix de définir un seuil de pauvreté par rapport aux revenus d'une famille et non pas par rapport à ses dépenses. Et c'est le choix que nous avons fait à La Tête, puisque nous avons décidé en fait d'évaluer le niveau de pauvreté des familles en fonction des paramètres de dépenses, c'est-à-dire qu'on a défini 5 critères qui sont le logement, la santé, l'habitation, l'éducation et la cherté de la vie. On prend ces 5 paramètres-là, on essaye de définir une moyenne de revenus, de dépenses au sein de la société israélienne, et toute famille israélienne qui, sur 2 de ces critères, sera en position de difficulté sera considérée comme pauvre. Le danger ou la difficulté d'un seuil mathématique tel que l'utilise le Bitoire Leumi réside dans le fait que si vous gagnez 10 shekels de plus que le seuil de pauvreté
définie par le Bitoire Leumi, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Ouais. Alors effectivement, dans la réalité, ça veut pas dire grand-chose, puisque c'est pas ces 10 shekels-là qui vont changer votre vie et qui vont vous faire voir le soleil tous les matins. L'utilité, l'intérêt du seuil de pauvreté tel que l'utilise le Bitoire Leumi, c'est surtout un outil de comparaison. Ça permet de voir où se situe Israël par rapport aux autres pays. Ça permet de donner une indication de tendance d'année en année, mais il est clair que ça ne peut pas donner l'image précise de l'ampleur du phénomène dans la société israélienne. Si on prend les chiffres de la tête, par exemple, en utilisant notre index multidimensionnel, on arrive à des chiffres qui sont extrêmement importants. On est autour de 2 300 000 personnes vivant dans une situation de pauvreté. On parle de plus d'1 million d'enfants et je pense que ça reflète... Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un point, parce que c'est-à-dire, on parle du rapport de la pauvreté, sur la pauvreté en Israël, souvent au moment de sa publication, on en parle pendant 2-3 jours après, et puis après on oublie, et on reparle essentiellement de la start-up nation, de la croissance économique, du taux de chômage extrêmement faible, du taux d'inflation extrêmement faible, de ce pays qui est courtisé à travers le monde par toutes les grandes nations, les grandes puissances émergentes. On parle de la success story de l'État d'Israël sur le plan économique, commercial. Alors, comment expliquer ce paradoxe entre ce rapport sur la pauvreté en Israël, ces 2 millions ou 1 800 000 Israéliens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, et puis l'apparente richesse de l'État d'Israël? On est surtout en face d'une problématique de redistribution des richesses et d'inégalité sociale. Cette croissance économique a un coût social, c'est-à-dire que l'orthodoxie budgétaire, qui est en fait la ligne directrice du ministère du Trésor, quel que soit le pouvoir en place, de droite ou de gauche depuis maintenant 25 ans ou 30 ans, depuis les fameuses réformes du milieu des années 80, l'orthodoxie budgétaire fait que l'État est un des États qui met le moins d'argent sur les sujets sociaux dans les pays de l'OCDE. Donc à partir du moment où l'État n'investit pas, le résultat est très clair, la pauvreté augmente, ou en tout cas elle prend l'espace qu'elle prend aujourd'hui, et elle fait encore une fois d'Israël le pays le plus pauvre cette année encore de l'OCDE. Je crois qu'on est autant la Startup Nation que la Soup Kitchen Nation, que la Soup Populaire Nation, et que il y a aujourd'hui clairement 2 Israël, l'Israël de Tel Aviv, de Herzliya, de la high-tech, des véhicules 4x4, mais à côté l'Israël de Dimona, de Yerouham, de la périphérie, de ces gens qui, même si une personne ou les 2 parents du foyer travaillent, eh bien le foyer va se trouver en situation de pauvreté. Alors il y a aussi un outil de protection. Alors il y a aussi des paramètres qui sont incontournables. Lorsque l'on parle de pauvreté, on a le sentiment, et ce n'est bien entendu pas mentionné dans ces rapports, parce qu'il se rapporte à l'ensemble de la population israélienne, mais qu'il y a des communautés qui sont plus touchées par ce phénomène que d'autres. Je parle en particulier de la population arabe israélienne et de la population orthodoxe, que l'on appelle les Haridim. Est-ce que cette tendance, elle reste la même également, et est-ce que finalement... d'une certaine manière, les dés ne sont pas un petit peu pipés, parce qu'il y a parfois, on va dire, ou des problèmes de culture qui sont liés à ce phénomène de pauvreté, ou même des problèmes, on va dire, des problèmes de pauvreté presque délibérés, comme c'est le cas pour les orthodoxes qui vivent, on va dire, pour certains, dans une pauvreté de manière pleine et consciente, quoi. Écoutez Daniel, c'est une question que j'essaye d'éviter en général, parce que d'abord pour 2 raisons. La première raison, c'est si mathématiquement vous enlevez les populations arabes et juifs orthodoxes de votre calcul de seuil de pauvreté, oui, par un effet de balance, vous allez arriver au même résultat. Ah oui. C'est-à-dire que le seuil de pauvreté va en fait augmenter, puisque ces populations à faible revenu vont sortir de votre index, et vous allez demeurer dans un pourcentage de pauvreté sans ces familles qui est quasiment le même, et qui fera d'Israël
peut-être on sera pas le dernier de la classe, mais on sera dans les 3 derniers de la classe. Donc mathématiquement, ça n'a pas véritablement d'impact sur le sujet. Maintenant, si on cherche des solutions sur effectivement ces 2 communautés qui forment les gros bataillons de la pauvreté aujourd'hui, c'est vrai que de façon structurelle, que ce soit dans la communauté orthodoxe où le taux d'employabilité des hommes est extrêmement bas, et c'est une perte de revenus pour l'économie nationale, et c'est directement la raison. Bien qu'il augmente ces dernières années, il faut le souligner peut-être. Il augmente, mais on n'est pas suffisamment rapidement. Ouais. On est encore dans des chiffres autour de 45-43% des familles haredim, juives orthodoxes, qui vivent en situation de pauvreté, donc quasiment une famille sur 2, c'est énorme. Et si on prend la communauté arabe israélienne, là c'est l'inverse, c'est le faible taux d'employabilité des femmes arabes qui fait que là aussi il y a une perte de revenus, et là aussi on est dans des pourcentages extrêmement élevés de l'ordre de 49-47% des familles arabes israéliennes en situation de pauvreté. Et c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes, des changements importants, culturels au sein de ces 2 communautés, on aura des taux inacceptables de pauvreté, et c'est quelque chose qui doit changer. Maintenant, le gouvernement a dans les mains la possibilité de changer cet état. Ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Est-ce que, d'une certaine manière, le gouvernement ne donne pas l'impression de se reposer sur toutes sortes, sur la générosité presque naturelle, intrinsèque du peuple juif ou de la population qui crée des associations comme la vôtre, et des associations qui pallient, on va dire, à la déficience des autorités israéliennes officielles qui ne participent pas, on va dire, justement à cet effort d'entraide sociale? Écoutez, d'abord, si on regarde un peu plus précisément les chiffres, on va s'apercevoir que avant l'intervention de l'État, si vous prenez l'ensemble des pays de l'OCDE, vous prenez l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Mexique, la Turquie, etc., Israël a un taux de pauvreté quasiment dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et si on reprend cette photographie de la pauvreté, une fois les aides de l'État et une fois l'implication de l'État passée, vous allez voir que Israël devient le dernier de la classe. C'est-à-dire qu'on passe, avant intervention de l'État, dans un taux de pauvreté qui est l'ordre de 32-33%, ça dépend des années, et après intervention de l'État, on passe effectivement autour de 21%. Le problème, c'est que tout le monde fait mieux que nous. L'ensemble des États de l'OCDE, quand véritablement ils veulent traiter la question de la pauvreté, sont beaucoup plus efficaces que le gouvernement israélien quand il touche à ces sujets. Donc là, on a clairement un échec de politique gouvernementale très clairement défini et identifié. Il ne s'agit pas de ressources, il ne s'agit pas de doctrine idéologique, il s'agit d'échecs à mettre en place une politique qui aurait véritablement des effets. Maintenant, ce qu'on appelle la roadmap, l'ensemble des mesures à prendre pour diminuer de façon significative la pauvreté en Israël, elles sont connues. C'est le travail qu'a fait Elie Elalouf quand il a fondé cette fameuse comité de lutte contre la pauvreté il y a quelques années. Il y a un rapport qui est sorti. On a eu l'honneur avec l'organisation NATED de faire partie de cette commission de travail. Il y a à peu près une centaine de mesures qui ont été identifiées pour pouvoir ramener Israël à des taux de pauvreté, je dirais acceptables, même s'il n'y a pas de pauvreté acceptable. Mais en tout cas, on sait ce qui doit être fait. Il manque la volonté politique, il manque la priorité, et surtout, vous savez ce qui manque? Il manque le fait que les pauvres n'ont pas de voix forte dans le débat public israélien. Ils ne sont pas structurés. Le gouvernement n'a pas peur politiquement de ce 1,8 million, si on prend les chiffres encore une fois du Bitoire Leumi, de ce 1,8 million pauvres, que aujourd'hui et probablement pas cette fois encore pour les élections, le sujet de la pauvreté ne sera pas un sujet central des élections. Et tant que ce ne sera pas le cas, nous n'aurons pas de traduction politique, nous n'aurons pas de traduction budgétaire sur la question de la pauvreté en Israël.
Eh bien, Gilles Darbon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet important dont on ne parle malheureusement pas assez souvent. Cette pauvreté qui est partie prenante, on va dire, qui est incontournable dans la réalité israélienne, même si souvent on ne veut pas toujours la voir ici confrontée. Merci beaucoup, Gilles Darbon, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre premier invité de l'année 2019. Et on vous souhaite de continuer votre activité dans ce domaine de l'entraide sociale. Merci encore d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Voilà, il est 8h27 sur Studio Kalita. On va marquer une pause musicale, on va se reposer un petit peu et puis tout de suite après, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens. Et Eliana Gurfinkel, eh bien, nous l'entendrons tout de suite après, vers 8h40, après la revue de la presse et juste avant un autre Gurfinkel, Michel Gurfinkel, qui sera notre invité pour commenter les grands événements de l'année 2018. Voilà, ça sera dans quelques instants.